bonjour à tout le monde. Donc c'était la première séance aujourd'hui, la première réunion qui débutait par cette présentation par Jacques Grünewald de l'économiste mathématicien Nicolas Georgescu-Roegen. Et les premières séances, les 5-6 premières séances de ce cercle sont proposées sur l'étude des travaux de Roegen concernant la thermodynamique et l'application notamment de la loi de l'entropie au processus économique. Et donc les réunions qui vont suivre attaqueront chapitre 1, chapitre 2, mais en fait on s'aperçoit en lisant le livre de Roegen, alors il faut savoir que c'est le seul bouquin de Roegen qui a été traduit en français et qui est traduit justement par Jacques Grünewald et Ivens. Euh, les autres bouquins ne sont pas traduits, ben, ça fait partie, disons, de l'ostracisation de Roegen. Euh, alors je connaissais cette interview de Greenwald, mais j'ai repéré vers la fin lorsqu'il dit un certain nombre d'étudiants en économie, alors bon, moi j'ai fait des études d'économie, donc je connais ça, ignore Roegen, et lorsqu'il le découvre, il demande à leur prof, et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas de Roegen? On nous parle de Ricardo, d'Adam Smith, tout ça, etc. On parle des économistes néolibéraux. Hein, moi j'ai fait les SEC, les sciences économiques commerciales, et donc les cours d'économie politique sont des cours uniquement, on ne vous parle pas de Marx, mais on ne parle que des économistes libéraux. Et notamment là, on est, je dirais, au-delà même de la rivalité libéralisme-marxisme, puisqu'on est dans le domaine de l'application de la science physique à l'économie. Et je rejoins ce qu'a dit d'ailleurs en entrée d'interview Jacques Greenewald. Il a parlé, pour la thermodynamique, il a parlé d'une science anthropomorphique. Anthropomorphique, c'est un mot compliqué, mais enfin qui veut dire la traduction par l'espèce humaine des phénomènes physiques qu'il voit. Bon, il a dit effectivement, alors, dans la thermodynamique, plus exactement la loi de l'entropie, est une loi anthropomorphique dans la mesure où c'est une loi qui n'existe pas dans la nature. Les lois naturelles, les lois physiques, bon, sont l'écriture par l'homme, la mise en équation par l'homme avec les moyens mathématiques qu'il a découvert de ce qu'il constate de visu au niveau du déroulement des phénomènes naturels. Or, la loi de l'entropie, ça n'existe que lorsque l'homme met en œuvre une activité industrielle. Donc, du coup, c'est une loi anthropomorphique. Et donc, pourquoi est-ce que dans les cours d'économie, on ne parle pas de Nicolas Georgescu-Roegen? C'est tout simplement parce que, au niveau des politiques, disons, éducation nationale des différents pays, hein, on est sous le régime capitaliste croissanciste qui fait que on ne doit pas parler de ce qui dit le contraire de ce qui constitue la religion de nos sociétés. Ben, je ferai un parallèle, hein, puisque vous savez que je travaille à la fois sur la décroissance et sur la démocratie, je ferai le parallèle en fait entre Nicolas Georgescu-Roegen et Robespierre. Et je dirais que si Robespierre a écrit la démocratie, et c'est la raison pour laquelle on ostracise Robespierre et on en a fait quelqu'un d'irrecevable d'un point de vue historique. Donc ça veut dire qu'on n'étudie pas ce qu'a écrit Robespierre, qui a écrit des montagnes de documents. Hein. Bon, l'œuvre de Robespierre est très très volumineuse. Il a écrit la démocratie, ce qu'elle a essayé d'être, ce qu'elle aurait pu être et ce qu'il faudrait qu'elle soit. Et Roegen, il a écrit l'économie. Il nous a dit, vous voyez, l'économie, bon, c'est un processus anthropomorphique, c'est-à-dire c'est l'homme qui invente une nouvelle en fait, équation, une nouvelle réaction chimique qui n'est pas une réaction chimique naturelle, mais il met en présence des éléments qu'il va chercher lui-même, il les fait réagir entre eux et il obtient quelque chose. Eh bien, Roegen nous explique à une interprétation qui est tout à fait différente de l'interprétation que nous donne
les maîtres du pouvoir actuellement, qui sont la croissance, c'est quelque chose de non seulement c'est quelque chose de formidable, mais c'est quelque chose qui peut durer. Bon, alors sans même parler de savoir si la croissance est formidable ou pas formidable, la question c'est de savoir est-ce que ça peut durer. Voilà, et Huygens dit non. Donc, de ce point de vue, il est inaudible. Il doit être inaudible et il doit être proscrit, tout simplement, des enseignements. Voilà. Bon. Alors, juste pour terminer en quelques minutes mon introduction au débat, les quelques points que j'ai pu repérer qui me paraissent intéressants sur ce qu'a dit Greenwald, et il a mis l'accent au début sur les ressources biotiques. Ressources biotiques, c'est des ressources que, là aussi c'est un mot un peu compliqué une fois qu'on l'a expliqué, hein, c'est les ressources qui sont fabriquées par la Terre elle-même. Donc, alors le pétrole, on dit c'est un truc artificiel, c'est une cochonnerie dans le pétrole, il n'y a rien de plus naturel que le pétrole. Bon, ça a été fabriqué, hein, et donc biotique, ça veut dire la Terre est capable de générer ces ressources. Ressources que Greenwald a distinguées d'ailleurs entre ressources énergétiques et ressources minérales, le tout étant finalement des matières. Et donc ce mot de ressources biotiques est intéressant parce que parmi les illusions, notamment de la durabilité des hydrocarbures, il y a l'illusion de l'abiotisme. C'est-à-dire que finalement le pétrole ne serait pas ce qu'on dit, c'est-à-dire des sédiments qui ont été enfermés puis qui ont macéré pendant des dizaines de millions d'années, mais il serait produit par la Terre. Voilà, bon, ça fait partie. Alors, on parle de la théorie du complot dans un certain sens, mais là, il y a aussi des théories du complot qui rentrent dans le cadre de la validation du système actuel, qui disent ne vous inquiétez pas, le pétrole, de toute façon, il arrive du centre de la Terre du magma. Voilà. Bon. Ensuite, Huygens a pointé quelque chose de très intéressant, c'est le taux de retour énergétique. Alors, il n'a pas dit le taux de retour énergétique, mais lorsqu'il a parlé des gisements de pétrole, il a dit il y a des gros gisements et des petits gisements, des gisements faciles, des gisements difficiles. Au début, on a pris tout ce qui était facile, par exemple les champs de Gawar en Arabie Saoudite. Et puis maintenant, il ne reste plus que des petits gisements. Et il a dit ils ne sont pas rentables. Alors, ils ne sont pas rentables, qu'est-ce que ça veut dire rentable en termes capitalistes, rentable, c'est on met des sous et puis on en gagne plus. Si je gagne, c'est rentable. Non. Là, il s'agit de raisonnement physique. Et il a dit il faut plus d'énergie pour aller chercher ces gisements difficiles que l'énergie qu'on en retire. Et ça s'appelle, en termes scientifiques, le taux de retour énergétique, le TRE. Alors, en anglo-saxon, c'est EROI, Energy Return on Energy Invested. C'est-à-dire que lorsque on arrive devant une ressource énergétique à un stade de difficulté d'accès qui fait que pour aller chercher 1 kilowatt, par exemple, il faut en dépenser 2, ça n'est plus rentable d'un point de vue physique. Ça peut être rentable d'un point de vue économique s'il se trouve qu'il y a des subventions, qu'on a payé les gens pour qu'ils aillent le chercher, puis qu'on paye plus cher par le jeu de la création monétaire, ça peut être rentable. Mais d'un point de vue énergétique, ça n'est pas rentable. Et donc forcément, il y a un moment où ça s'arrête. Quand on a évacué, je dirais, le mirage et l'habillage monétaire de tout ça, ça ne fonctionne plus d'un point de vue purement physique. Alors, il a dit aussi une chose qui me paraît intéressante, c'est qu'il a parlé des écologistes, des vrais écologistes. C'est-à-dire qu'en fait, l'écologie, qu'est-ce que c'est? L'écologie, c'est une science qui étudie les conditions et lieux d'existence des êtres vivants et qui étudie les relations qu'ils entretiennent avec leur environnement. C'est tout. C'est une science qui étudie ce qui se passe. C'est une science qu'on appelle une science molle. C'est une science qui ne délivre pas de loi. Il n'y a pas de loi de l'écologie. Il y a ensuite les écologistes politiques qui sont arrivés et qui ont fait des lois. Et donc il dit, les écologistes sont naturalistes, sont des gens qui observent ce qui se passe. Parce qu'il a dit, les girafes ont un long cou,
les éléphants ont un long nez. Bon, eh bien, disons, les naturalistes, ils observent, ils disent, voilà. Bon, eh bien, les écologistes, qui sont en fait des écologues, hein, les écologues, eh bien, ils observent ce qui se passe, c'est tout. Voilà. Bon, ça, c'est pas intéressant. Intéressant aussi, il a fait un parallèle entre Carnot et Darwin. Alors, Carnot, ben, c'est, disons, l'inventeur, le père de la thermodynamique. Premier principe, deuxième principe, etc. Et puis Darwin, ben, c'est l'évolution. Et donc, l'évolution de l'homme, elle est liée à la thermodynamique. Parce que tant qu'il n'y a pas la thermodynamique, si on remonte même un petit peu plus loin en arrière, on a le pré-néolithique, bon, où l'homme ne vit qu'en utilisant des ressources naturelles renouvelables, et l'homme ne fabrique pas sa nourriture, alors qu'après le néolithique, il se met à fabriquer sa nourriture. Donc il y a une évolution, je dirais, de l'espèce, une évolution darwinienne, mais qui est sous-tendue. Alors, est-ce que c'est la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf qui a fait la poule, qui est sous-tendue par la thermodynamique. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite Ah oui, alors, là on arrive les années 1070, en fait, à l'apparition du clivage, hein, entre les écologues, enfin les écologues qui sont des observateurs de la nature et qui sont aidés par des gens comme Roentgen qui disent l'homme sort de la nature, il fait des choses, et là ça devient de la thermodynamique, eh bien, arrive une nouvelle, enfin une variante, je dirais, une espèce de mutation d'écologistes, qui sont les écologistes néo-énergétiques, et qui disent, oui, d'accord, mais on va pouvoir s'en sortir quand même. Voilà. Et là, on va avoir disons, non pas la rupture, mais l'aiguillage avec la grande date, c'est la rupture entre, bien entendu, Roentgen et Hermann Daly. Puisque Hermann Daly est un disciple de Roentgen et Roentgen n'ayant jamais été intéressé par ni la notoriété, ni l'argent, ni la réputation, ni l'audience, Hermann Daly, lui, est intéressé par l'audience. Et quand il a commencé à voir que, quand on disait aux gens que le processus de la société croissanciste n'avait pas d'avenir, n'avait pas d'issue, qu'on allait vers une impasse, bon, il a dit comme ça, Dali a dit, les gens ne vont pas accepter l'idée de la décroissance. Comme si on disait, les gens ne vont pas accepter l'idée que le soleil se couche à l'ouest. Non. Alors, étant donné que les gens ne vont pas accepter l'idée de la décroissance, on va leur vendre autre chose. Et c'est parti avec le développement durable. Voilà. Bon. Alors, on a, par cette, en fait, l'historique, hein, que nous fait Greenwald, un petit peu de biographie héroïenne, on a cette bifurcation. Alors, ce qui est intéressant, et puis je terminerai là-dessus, c'est de voir que cette vidéo, elle a 10 ans. Cette vidéo, elle date de 2012. Elle a été faite par Vincent Liéget, qu'on voit subrepticement au début, et par, disons, à l'époque, ça s'appelait le collectif parisien pour la décroissance. Alors, ce collectif parisien pour la décroissance, il avait invité, à peu près à la même époque, Yves Cochet. Yves Cochet pour faire une conférence, peut-être qu'il serait intéressant également de projeter, et qui nous explique alors avec toute une série de graphes et d'histogrammes, qui nous explique en fait l'inéluctabilité de la décroissance, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, c'est de parler de ce caractère inéluctable. Et donc, du coup, notre ami Vincent Liéget, avec qui j'ai travaillé au PPLD, puisque le collectif parisien pour la décroissance, quelques temps après, s'est appelé Parti pour la décroissance, PPLD, j'étais au Conseil national PPLD, et donc, au PPLD, qu'est-ce qui s'est passé? On a démarré, bien entendu, avec des gens comme Yves Cochet et comme Nicolas Joske-Roentgen, mais l'homme étant ce qu'il est, et les individus étant ce qu'ils sont dans les organisations qu'ils créent,
il arrive un moment où le clientélisme prend le dessus, il arrive un moment où on est soucieux d'avoir une audience, il arrive un moment où on est soucieux d'avoir, même si l'audience est petite, pourvu qu'elle soit bien ciblée, d'avoir une certaine notoriété. Et donc, lorsqu'on dit des choses qui ne plaisent pas, l'audience baisse, la notoriété baisse, et donc, de ce fait, ceux qui déclenchent une action publique pour cet objectif ne rentrent pas dans leur sou, si on peut dire. Donc, nos amis, comme Vincent Léger, ont dit, mais lorsqu'on dit ça, ça fait fuir les militants. Bon, j'ai une interview, j'ai fait en 2014 une interview de Vincent Léger, je dis, mais pourquoi on ne parle plus de Reagan? Ah ben oui, mais parce que ça fait fuir les militants. Et donc, il a fait, et tout ce courant de la décroissance, qu'on appelle aujourd'hui courant de la décroissance, alors il peut s'appeler degrowth, il peut s'appeler comme il veut, avec les gens que vous connaissez, je ne vais pas les citer. Bon, mais finalement, ce sont les héritiers de la bifurcation Herman-Daly, qui vend un décroissement, qui vend une décroissance qui devient en fait un développement durable. Alors c'est une décroissance durable. Reagan pestait contre la notion d'état stationnaire. Il n'y a pas d'état stationnaire. Hein. On va rouler en vélo, on va manger un peu bio, et puis ça va durer comme ça éternellement. Et il pose une question, Reagan, que moi je pose chaque fois que je tombe sur un décroissant volontaire, en lui disant, on va décroître, on va enlever ça, 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 enfin ça. Et combien de temps ça dure? Combien de temps ça dure? Bon. Et évidemment, ce sont des questions auxquelles ils ne veulent pas répondre. Ils ont d'ailleurs un nom, ils appellent ça des objections pénibles. Et c'est une question qu'il ne faut pas poser non plus à Herman Daly. Voilà, Herman Daly nous a vendu, bon, il a travaillé 6 ans à la Banque mondiale, il nous a vendu le Sustainable State, qui est devenu développement durable en français, avec le succès que l'on sait. Et aujourd'hui, c'est un slogan, c'est un outil de vente. Vous voulez vendre une soupape pour une voiture ou un cosmétique. Si c'est développement durable, c'est bon. Voilà. Donc, je voudrais répondre à deux ou trois choses qui viennent d'être dites. Gildas, quand tu dis, mais pourquoi les maîtres du pouvoir continuent-ils à nous emmener dans cette impasse? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Nicolas Georgescu-Roegen? Alors, j'en ai parlé un petit peu, mais je crois que ça me paraît important de revenir. On ne parle pas de Nicolas Georgescu-Roegen, pas uniquement, et c'est ça qui est important et qui doit aussi, je pense que c'est une idée qui va devenir récurrente, c'est pas uniquement le fait que il y a une loi du profit qui fait que cette loi du profit, donc ça s'appelle le capitalisme, ça écrase tout et qu'il faut vendre la croissance, il faut faire de la croissance, il faut vendre la croissance parce que ça génère du profit, et que toutes les voies toutes les voies VOIX, toutes les voies qui vont dire, mais attendez, la croissance, alors soit c'est pas bien, soit ça va s'arrêter, soit c'est pas bien à la fois et ça va s'arrêter. Bref, tout ce qui est contradictoire de la croissance, tout ce qui est critique de la croissance ne doit pas pouvoir s'exprimer afin que la machine du profit puisse fonctionner. Bon, ça c'est une réalité. Mais cette réalité, encore une fois, elle est sous-tendue aussi par un véritable besoin de la multitude. Parce que il ne faut pas non plus, au contraire de la théorie du complot, tomber dans la théorie de la dictature, savoir qu'il y a des gens hyper puissants qui vont pouvoir tout imposer. Malgré la puissance des moyens de communication qui sont à leur disposition, ces gens ne peuvent pas imposer vraiment totalement des choses qui seraient contraires aux attentes des gens. Donc, il y a effectivement cette force de fabrication du profit qui impose qu'on ne parle pas de Reagan, mais il y a aussi que les gens ne veulent pas entendre parler. C'est un propos qui, alors, c'est même pas que ça dérange, ça déplaît. Bon. Et je vous parle, moi, je dirais, depuis le cœur du réacteur, puisque j'ai vu l'évolution des mouvements de la décroissance depuis les années 2000, hein, où on part forcément
de Roegen, on part de Cochet, on part de l'impossibilité thermodynamique de faire fonctionner la machine de la société industrielle, et on en arrive, hein, bon, à vendre autre chose au niveau des idées. Parce que cette idée de dire aux gens, mais bon, ce qu'on fait là, ça va s'arrêter. Bon, c'est une idée que les gens ne veulent pas entendre. Alors, je vais vous prendre un exemple. Je vais prendre un exemple dans le domaine de l'agriculture. Alors, un domaine que je connais bien, parce que j'ai été 15 ans exploitant agricole. Et donc, bon, j'ai fait des conférences sur l'agriculture en disant le modèle de l'agriculture, la pétro-agriculture, bon, va fatalement arriver à son terme. Bon, bien. Et donc, l'agriculture industrielle qui s'est mise en place et qui s'est généralisée notamment avec bon, les apports financiers du plan Marshall à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a permis hein, l'accroissement démographique. L'accroissement démographique, il a été effectivement favorisé par tout un certain nombre, je dirais, d'externalités que sont l'amélioration des conditions de vie, de l'hygiène, de la médecine, mais aussi par la possibilité de fabriquer de la nourriture pour 10 fois plus de personnes. Nous étions 1 milliard en 1900, bon, on va être 10 milliards. Bon. Et ça, c'est l'agriculture industrielle. Et lorsqu'on dit, mais lorsque l'agriculture ne pourra plus être industrielle, elle sera forcément biologique, et donc les rendements vont diminuer, bon, et donc il n'y aura plus assez à manger pour le monde, les gens ne veulent pas l'entendre. C'est-à-dire que quand vous êtes par exemple au salon Prime Vert, hein, bon, à Eurexpo à Lyon, que vous avez Marc Dufumier, ingénieur INRA, écolo et tout, qui fait une conférence dans une pièce où il dit mais avec la permaculture, pas de problème, hein, 70 millions de Français, 15 milliards d'individus, avec la permaculture, avec l'agroforesterie, on pourra faire. Les gens, ils aiment entendre ça, parce que ça leur donne de l'espoir. Bon, bon, évidemment, c'est bon, une absurdité. Et si vous êtes dans la salle à côté, que vous dites euh, la fin de l'agriculture industrielle, c'est la chute des rendements et c'est forcément la diminution du nombre de la population, bon, évidemment, vous n'avez personne dans votre salle. Voilà. Bon. Alors maintenant, Clara a dit ensuite, on va étudier Nicolas Georgescu-Roegen et comment faire pour que les idées soient... bon. Comment faire, que faire? Bon, il faut voir que Georgescu-Roegen n'a pas donné de recette. Il a décrit quelque chose, il a écrit un processus, et il a dit ce processus ne peut pas fonctionner éternellement. Et donc, je dirais que dans ce cercle de réflexion sur la décroissance inéluctable, dans un premier temps, ce que je propose, hein, évidemment, on peut faire, ce que je propose, c'est de ne pas parler de ce qu'on pourrait faire. C'est de ne parler dans une première étape que de l'impossibilité technique, scientifique, de faire perdurer la croissance, de l'impossibilité d'un état stationnaire, de l'impossibilité de développement durable, voilà. Bon. Et en fait, de ne faire que, dans un premier temps, alors ça peut être pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, mais c'est quelque chose que personne ne fait, ça. C'est-à-dire d'étudier le processus industriel sous sa forme scientifique, bioéconomique, et de voir que à terme, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est un argument qui n'existe pas sur le marché, je dirais. Bon, l'argument de dire mais ça ne peut pas continuer, il est immédiatement buté en brèche par non, non, mais vous allez voir, en réparant nous-mêmes et en faisant du vélo, ça va pouvoir durer, puis l'État nous donnera une dotation inconditionnelle, on pourra vivre sans rien faire. Voilà, voilà. Bon, voilà les idées actuellement qui sont vendues. Bon, bon. Alors, donc, voilà ma réponse. Moi, ce qui m'intéresse dans un premier temps, bien entendu, c'est de démontrer par 1 plus B que la machine industrielle, qui est formidable, qui est fantastique, qui est fabuleuse, qui fait des trucs fabuleux, c'est une machine qui ne peut pas continuer à fonctionner.
Bon. Et puis, dernier mot sur la négantropie. Alors, bien sûr, alors, on peut en parler dans le cadre du premier stade, hein, je dirais de la première étape, qui est de démontrer que ça ne marche pas. De démontrer que la négantropie, c'est une vue de l'esprit, c'est une illusion, je dirais même c'est un contre-feu qui a été allumé vis-à-vis de Roentgen, c'est ce qu'on appelle en termes militaires un leurre. Bon, le plus grand, je dirais le pape de ça, il s'appelle Jérémy Rifkin, voilà, bon, qui vend en fait l'idée qu'on va pouvoir, chacun dans son immeuble, fabriquer de l'énergie, que ça va durer, et puis effectivement que le secteur tertiaire, parce que, bon, le secteur tertiaire, Nicolas Josquin-Royen ne dit pas autre chose que ça, il ne l'a pas formulé ainsi, mais bon, je le formule pour lui. Le secteur tertiaire n'est apparu qu'à partir du moment où le secteur primaire et le secteur secondaire a commencé à faire de l'excédent de gestion. Et avec cet excédent de gestion, on a pu faire fonctionner un secteur tertiaire. Le secteur tertiaire ne produit pas d'excédent de gestion. Il utilise les excédents de gestion des deux autres secteurs, qui sont les secteurs, je dirais, bio-économiques. Et l'aberration, c'est de dire, nous allons avec le secteur tertiaire, alors bon, les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et des communications, nous allons créer de la matière, nous allons créer de la valeur. Bon, voilà. Donc, effectivement, disons, la démolition systématique de l'idée de la négantropie, bon, fait partie, à mon avis, du premier cycle, qui est du cycle de démonstration, du cycle d'études. Alors, moi, j'ai pas trouvé mieux que les écrits de Roentgen, hein, pour mieux comprendre le caractère fondamentalement fini du processus industriel qui a déclenché l'homme depuis la fin du 19e, finalement depuis pas si longtemps que ça, depuis 200 ans. Mais bon, il peut y en avoir d'autres, mais on n'a pas vraiment je dirais, de double à Roentgen. Il y avait Dali, lui, passé dans le camp des marchands et des faiseurs de profit. Aujourd'hui, on a Yves Cochet. On a Yves Cochet qui, et je pense que la conférence prémonitoire qu'il a faite il y a à peu près en 2012-2013, pour ce même collectif parisien par décroissance, apporte là, disons, un regard plus parlant, puisqu'il nous parle du pétrole, du gaz, voilà. Bon, alors, on a, après, il y a une espèce d'hydre, je dirais, qui s'appelle Jean Covici, voilà, qui dit exactement la réalité, mais qui la transforme en business à son profit. Voilà. Bon, alors, mais Jean Covici, il a deux visages, c'est-à-dire que il faut prendre ce qu'il dit du point de vue de la réalité énergétique et minérale et de la façon dont fonctionne l'économie, et puis oublier ensuite ses préconisations. Voilà. Voilà, au niveau de la matière et de la ressource qu'on peut utiliser dans le cadre de l'objectif qu'on s'est fixé. Alors, la rupture du néolithique, oui, bien sûr. Bon, parce que, qu'est-ce qui se passe au néolithique? L'homme arrête d'être, pour faire simple, le néolithique s'est étalé sur 3000 ans, mais bon, il a arrêté d'être chasseur, pêcheur, cueilleur, et il s'est mis à fabriquer sa nourriture. Il s'est sédentarisé. Bon, il s'est sédentarisé. Est-ce que c'est parce qu'il s'est sédentarisé qu'il a fait de l'agriculture, ou est-ce qu'il a fait de l'agriculture parce qu'il s'est sédentarisé? Bon, enfin, c'est concomitant. Toujours est-il que, alors là, bon, Darwin aussi, l'homme, il a fait ça, ce qu'il a évolué. Est-ce que c'est... Bon, alors, mais d'un point de vue qui nous intéresse, hein, c'est-à-dire l'histoire de la croissance. Bon. En quittant le mode chasseur-pêcheur-cueilleur, l'homme quitte le mode du tout renouvelable. C'est-à-dire qu'il commence à utiliser, très petitement au début, il commence à utiliser des ressources naturelles finies. Bon. Et commence à fabriquer des outils pour fabriquer d'autres outils, comme l'a dit Greenwald, etc. Bon. Et ça dure combien? Ça dure quand même 12 000 ans. 12 000 ans, c'est-à-dire de l'an moins 10 000
avant Jésus-Christ à l'année, on va dire, plus 1850 après Jésus-Christ, il se passe finalement pas grand-chose. Hein. Bon, la façon de vivre des villages néolithiques et puis la façon de vivre au début des années 1800, bon, y a une évolution, mais qui n'a rien à voir avec l'évolution qu'il y a entre 1800 puis aujourd'hui 2020. Il suffit d'ailleurs de regarder les courbes que je vous montrerai très rapidement, les courbes de la prédation des ressources naturelles finies, qui fait comme ça de moins 10 000 à plus 1850, et à 1850 elle fait ça. La courbe du PIB, disons, de la production de richesse, elle fait pareil, et la courbe de la population, elle fait pareil. Bon. Donc, pendant, disons, 12 000 ans, il se passe pratiquement pas grand-chose. On est quand même sur un mode où on a cessé le tout renouvelable et on commence à utiliser des ressources naturelles finies. Ça a commencé avec le cuivre. Il y a un gars qui a commencé à gratter, il a trouvé un bout de cuivre, et puis c'est bon, voilà. Bon, ça a commencé comme ça. Donc c'est la première rupture. Mais ça, combien de temps ça aurait pu durer si c'était rien passé d'autre? Ça aurait pu durer très longtemps, pas éternellement. Parce qu'il y a la loi de l'entropie. On utilise quand même un petit peu. Donc fatalement, il y a un moment où tu reviens à chasseur, pêcheur, cueilleur. Mais ça peut durer, alors bon, 10 000 ans de plus, 100 000 ans de plus, on ne sait pas. Bon, ça peut durer en tout cas très longtemps. Mais en 1850, à peu près, hein, on va faire comme pour le néolithique, ça s'étale entre 1800 et 1900. Il se passe qu'il y a... La coulée du coq. Oui, là, il y a donc... comment il s'appelle, la coulée au coq euh, Darny, enfin bon, la coulée au coq. La métallurgie, bon, ça c'est l'aspect technique, on découvre des choses. Mais il y a surtout la construction juridico-politique du capitalisme qui dit on va utiliser les ressources naturelles finies et pour ça on prend le pouvoir. C'est-à-dire qu'on met à bas le système féodal qui est un système en fait qui empêche le progrès. Et on met en place un système politique qui va nous permettre, avec un certain nombre d'outils, comme par exemple la création de la personnalité morale, qui permet de mener des entreprises non plus en nom personnel, mais en nom impersonnel, de ne pas être responsable de ce qui se passe en quelque sorte. La création monétaire illimitée, c'est-à-dire non basée sur un bien intermédiaire convertible, et qui permet d'ailleurs de financer avec rien du truc ex nihilo, bon, je pense qu'il va nous retomber dessus un de ces jours, de financer en fait l'effort humain qui va permettre d'aller extraire les ressources naturelles. Donc c'est ça qui se passe aux environs des années 1850, et là, bon, à ce moment-là, on a la courbe asymptotique avec la croissance. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que la croissance, enfin, ils ont toute cette démesure, cette hubris de la croissance, ça commence au néolithique. Ça commence avec la révolution industrielle. Alors, ça, c'est un sujet très intéressant. C'est bon, c'est indubitablement exact. Ce qui est exact, c'est que toutes les espèces sont prédatrices. Hein. Oui, Mais l'espèce humaine est plus prédatrice que les autres. Elle est devenue de plus en plus prédatrice parce que elle a augmenté en puissance de feu. Elle a augmenté ses moyens. Voilà. Bon. Avant le néolithique, enfin au paléolithique, l'homme était un animal parmi l'ensemble des autres animaux. Est-ce qu'il était plus prédateur que les autres? Peut-être bien que oui. Bon, mais si tant est qu'il le soit, bon ben voilà, c'est comme ça. Alors, si on fait le constat, effectivement, qu'il y a dans les gènes humains, bon, est-ce qu'il y a vraiment des gènes? Enfin, bon, bref. oui. Bon, C'est voilà. pas sûr. Et il Non, y a, pas alors, disons, on constate, objectif, on constate que euh, dans la période pré-néolithique et puis quelques milliers d'années après le néolithique, l'homme a été l'animal qui a le plus
Alors je dirais, alors, il n'y a pas que les autres espèces animales, ce qui a le plus modifié ces écosystèmes. Mm. C'est-à-dire il a été prédateur des autres espèces animales, il a été prédateur de la nature aussi. Tout à fait, oui. Bon. Euh, Déboisement, oui, alors après, on ne sait pas ce qu'ont fait les dinosaures, hein, parce que les dinosaures, ils ont gambadé pendant 160 millions d'années, et je crois bien qu'ils ont bouffé tout ce qu'il y avait à plus de 2 mètres de haut. Hein. Bon, mais, comme je n'ai pas de contradicteur, je peux toujours le dire. Quant à savoir si c'est l'homme qui détient la palme de... bon, mais admettons, bon, ok, ben, faut faire avec ce qu'on est quand même. Bon, mm, alors l'homme est un grand prédateur. Bon, mais alors là, on est en train, il me semble, alors, de toute façon, on va toujours flirter avec ça, on est en train de confondre toujours les deux débats. Il y a un débat qui est-ce que notre système croissanciste est viable, indépendamment du jugement qu'on porte dessus. C'est bien, c'est pas bien. Parce que les défenseurs, les zélateurs, je les appelle les zélateurs de la croissance, ils ont des arguments qui tiennent la route. Non, ils ont des arguments. Bon. Et nous, non, on n'est pas pour la croissance, on est plutôt passéiste. On trouvait que c'était mieux avant. Bon, voilà, bref. Mais, au-delà de cette inclinaison de goût, finalement, bon, il y a une question qui se pose. Est-ce que la croissance, c'est quelque chose qui peut... Est-ce que ça marche? Alors, ça marche, on sait que ça marche depuis 170 ans, ça marche. C'est fabuleux. L'homme n'a jamais rien fait d'aussi... Enfin, aucune espèce animale n'a jamais fait quelque chose. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. On peut faire un... Alors, on peut faire non pas un panégyrique, oui, on fait... Bon, tableau d'honneur, bon. Alors, il ne faut pas confondre, il ne faut pas confondre deux débats. La croissance, ça ne marche pas. Et puis la croissance, on n'aime pas ça. Ou la croissance crée des externalités négatives. C'est encore une variante, ça. J'entendais encore récemment, là, je regardais ce matin une conférence d'Aurélien Barraud. Bon, c'est un gentil, c'est très gentil. Bon, il dit des choses que les gens ont envie d'entendre. Bon, il dit on détruit les forêts, mais oui, mais d'accord, mais d'ailleurs, il a, je dirais, l'honnêteté de dire, mais nos opposants ont des arguments qui se tiennent. Il se dit, oui, l'homme il détruit, d'accord, mais enfin les autres animaux détruisent aussi, nous on détruit plus, mais enfin c'est dans l'ordre des choses, c'est comme ça. Après tout, c'est vrai, c'est comme ça, on verra bien, on détruit. Bon, non mais la question, moi qui est plus importante et qui me paraît plus intelligente à résoudre, c'est est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne depuis. Est-ce que ça peut continuer à fonctionner? Et nous, on dit, vous inquiétez pas, de toute façon, extinction des espèces ou destruction des forêts, les bulldozers, ils vont s'arrêter. Un petit peu comme dans la bataille des Ardennes, quand Hitler a lancé ses dernières forces pour la bataille finale. Bon, les chars se sont arrêtés en race campagne, puis qu'il n'y avait plus d'essence. Et ça a été la fin de la guerre. Bon. Voilà. Parce que les Patton a dit laissons-les amener leurs chars, on va détruire les magasins là où ils ont entassé leur baril de pétrole. Voilà. Donc, nous, ce qu'on essaye, ce qui me paraît intéressant de démontrer, sans pour autant jeter le discrédit sur les raisonnements, la croissance, c'est pas bien. Bon. Mais dire la croissance, d'abord, on va vous expliquer que ça va s'arrêter. Et ça, les gens, d'abord, n'ont pas envie de l'entendre, et deux, n'y croient pas. C'est un peu l'obstacle. Bon, alors, n'y crois pas. Bon, mais ça, c'est une affaire de pédagogie. Tu ne peux pas ne pas croire que 1, ça fait 2, donc on va bien essayer de démontrer que 1, ça fait 2. Bon. Et puis, n'ont pas envie d'entendre ça, bon, ça, c'est pas notre problème. On ne peut pas nous dire, ce qu'on veut pas, c'est qu'on nous dit, mais attendez, ne parlez pas de ça parce que les gens n'ont pas envie de l'entendre. Non, voilà, on va avoir à se battre contre ça. Très fort, c'est aussi central dans l'œuvre de Reagan, les déchets. D'ailleurs, dans son ouvrage non traduit en français, Energy and Economic Myths, Oui. parmi les mythes qu'il énumère, il y a le mythe d'une industrie au sens là, libre de toute pollution.
Tout à fait. Donc libre de création de déchets. Et bon, c'est la deuxième loi. Alors, ah oui, tout à l'heure tu as dit quelque chose d'intéressant sur lequel il faudra qu'on vienne. C'est l'élément contradictoire à première vue entre l'énoncé de la première loi de la thermodynamique et celui de la deuxième loi. Bon, on n'a plus le temps maintenant, on y reviendra, mais c'est important. Mais pour terminer sur les déchets qui sont centrales, d'ailleurs, je pense qu'il y a une réunion qu'il faut consacrer sur les déchets, c'était le cas dans le descriptif que vous avez. C'est un mythe, mais c'est un mythe justement, ça fait partie des mythes que propagent, que diffusent les zélateurs de la croissance en disant mais vous inquiétez pas, on va régler le problème. Bon, on va vous faire un truc où il n'y aura pas de déchets. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Le réchauffement climatique, on va trouver un truc pour que ça ne réchauffe pas. Or, notre boulot, ce sera de démontrer que des déchets, il y en aura forcément. Ça n'existe pas, on ne pourra pas trouver, tout simplement pas parce qu'on le dit, mais parce qu'il y a une loi physique, thermodynamique, qui dit qu'il y a forcément, et ça c'est la deuxième loi de l'entropie. Le déchet, en fait, le déchet, au-delà de son apparence toxique, c'est-à-dire les déchets de bure, la mer des sargasses avec les bouteilles plastiques, au-delà de ça, il n'y a que le processus de combustion, hein, ça crée de l'énergie, donc ça crée de l'énergie utilisable et de l'autre non utilisable, et c'est du déchet qui ne peut pas être récupéré. Bon, c'est du déchet. Alors, le mot déchet, ensuite, il devient toxique aussi. Mais il y a forcément création de ça. Et c'est ce que veulent nous faire croire les zélateurs de la croissance, disons les purificateurs de la croissance, qu'on va pouvoir faire une industrie maintenant qui ne créera pas de déchets.